je pense qu'il ne faut jamais faire les choses au risque de tuer quelqu'un. Jamais. Et je pense que d'ailleurs, nos forces de l'ordre ne le font jamais en ayant ça présent à l'esprit. Et pas l'intention, mais il y a eu ce drame, oui, cette mais là-dessus, il faut aussi, quand on veut vivre en société... Il y a des conditions qui produisent nécessairement quand on veut vivre en société. Oui, mais à un moment donné, je veux vous dire, il y a un cadre démocratique. Il y a le cadre de la délibération, transparente, etc. Moi, j'entends les reproches qui sont faits les uns les autres, y compris sur l'affaire Sivin, ce que vous évoquez, les sujets sur le fond du dossier. Et donc les besoins de faire de la transparence, de clarifier les choses. Tout ça, je l'entends très bien. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour tous ces débats démocratiques, que ce soit sur les sujets sociaux comme environnementaux. Il faut qu'ils aient un cadre. Et quand ce cadre, dans un état de droit, il est inscrit et il arrive à une procédure qui permet de décider, il faut que ce soit décidé. Et il faut derrière que l'ordre public soit maintenu. Donc je suis pour la délibération, mais je suis que pour l'ordre public soit maintenu, donc je suis pour une évacuation dans le calme et dans le respect collectif de l'ordre public de la ZAD. Mais dans ces cas-là, vous construisez, vous passez d'une défense de la délibération citoyenne dans laquelle je vous retrouve et à laquelle j'adhère et que nous pouvons partager, à une défense de l'insurrection permanente dans laquelle je ne peux pas me retrouver. Alors Jade, 1 an et demi après ces propos, la situation a changé puisque le projet d'aéroport a été abandonné. En revanche, l'évacuation a bel et bien eu lieu. Elle a eu lieu ces derniers jours avec force gendarmes pour venir en aide de l'État. Donc dans cet extrait, la légitimation que donne Emmanuel Macron, c'est le respect de l'état de droit. Or, toi, dans un article que tu as écrit, tu dis que justement, en fait, c'est une revanche idéologique de la part de l'État, cette évacuation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est très intéressant de réentendre Emmanuel Macron 1 an et demi après, puisque finalement, il s'est retrouvé à conduire cette évacuation. Alors, expulsion ciblée dans ce qui s'est produit la semaine dernière. C'est pas la grande évacuation massive qu'avait envisagé Manuel Valls. On est dans une petite, si je puis dire, expulsion qui concerne, je sais pas, un gros tiers, on va dire, de squat de la ZAD. Donc, il se retrouve dans cette situation. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il échoue. Et qu'il échoue tout autant que les précédents gouvernements à régler ce problème de la ZAD. Pourquoi ? Finalement, au bout d'une semaine quasiment d'intervention, qu'est-ce qu'on observe ? Certes, des lieux détruits, des lieux de vie détruits, des lieux de vie importants, comme la ferme collective des Sans-Noms, comme le Gourbi, qui était le lieu du non-marché, le marché à prix libre du vendredi, et d'autres lieux encore. Mais aucune personne n'a été arrêtée. Enfin, à part ceux qui ont été arrêtés dans les affrontements avec les gendarmes. Toutes les personnes habitantes de la ZAD avant l'opération sont toujours habitantes de la ZAD. Et à l'inverse, la destruction de la ferme des Sans-Noms, qui est une ferme qui tient au cœur de beaucoup des mouvements, de beaucoup de personnes dans le mouvement, a tellement choqué ceux qui suivent le dossier qui suivent la ZAD et qui la connaissent un peu, que ça a remobilisé un mouvement qui était divisé depuis le début de l'année pour différentes raisons, notamment stratégiques. Ça a mobilisé aussi, ça a remobilisé les sympathisants, les manifestants qui étaient venus planter leur bâton, si vous vous souvenez, en octobre 2016, en disant nous reviendrons de défendre la ZAD. Il y en a toute une partie qui sont revenus cet après-midi de dimanche déplanter leur bâton pour reprendre la défense de la ZAD. Donc d'un point de vue, je dirais, stratégique, règlement du problème, c'est vraiment un échec. Et deuxième point peut-être qu'on peut signaler, c'est qu'à l'époque, on avait reparlé de la mort de Rémi Fraisse, qui avait été tué par une grenade lancée par un gendarme lors de l'évacuation d'une autre ZAD, la ZAD de Sivins, dans le Tarn, qui s'était formée contre un projet d'aéroport. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? Et là, c'est vraiment... Pardon ? Sivins, c'était des barrages, mais... Pas grave. Un barrage, un barrage à Sivins. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? C'est finalement quasiment les mêmes conditions de réalisation d'une opération de maintien de l'ordre, comme ils disent, c'est-à-dire lancer de grenades, lacrymogènes, lancer de grenades assourdissantes, lancer de grenades de désencerclement. On observe un très grand nombre de blessés. Depuis le début de l'intervention, le groupe médical, les Medic Team ont annoncé hier avoir soigné 128 personnes depuis le début de l'opération, sans compter les personnes qui ne se sont pas présentées. 128 personnes sur quelques centaines de personnes rassemblées. Si vous voulez, le ratio quand même de blessés est gigantesque. Alors certes, depuis la mort de Rémi Fraisse, les grenades offensives, qui étaient le type de grenade qui avait été utilisé et qui avait tué ce jeune homme, ont été interdites, donc ne sont plus utilisées, mais d'autres grenades
explosives également. Les grenades de glis assourdissantes sont toujours utilisées, ont été observées à maintes reprises toute la semaine à Notre-Dame-des-Landes. Et très objectivement, c'est vraiment une situation très inquiétante parce que moi, ayant été sur le terrain lundi et mardi, notre collègue Christophe Gueugnaud ayant été jusqu'à vendredi, c'est un miracle. C'est un miracle qu'on n'ait pas eu des blessés plus graves et un mort. Donc là, il y a vraiment une question très importante qui se pose sur les conditions du maintien de l'ordre. On peut dire aussi que vendredi dernier, Édouard Philippe et Gérard Collomb se sont rendus à Notre-Dame-des-Landes, ont annoncé une trêve, mais en réalité, sur le terrain, depuis donc samedi et encore dimanche, il n'y a pas vraiment de trêve qui est observée. Il y a une trêve des expulsions, mais il n'y a pas une trêve des affrontements. Donc certes, les gendarmes font aussi l'objet je dirais, d'attaques. Cocktails Molotov, fusées, etc. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en a pas. Ils ont aussi des blessés de leur côté, quand même beaucoup moins en ratio, une cinquantaine sur 2500 gendarmes. Donc il y a certes des attaques qui sont menées contre eux, mais avec une telle disproportion, si vous voulez, d'armes et de moyens que c'est vraiment très inquiétant. Cette évacuation donc, qui n'a pas produit ses effets du point de vue de l'État, qu'est-ce qu'elle raconte sur l'état d'esprit de ce gouvernement, sur les alternatives? Donc on est on est en situation d'un État qui refuse toute alternative. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre de cette opération? Tout à fait, c'est une vraie question. Moi je trouve que c'est vraiment, il y a la question des violences policières, mais c'est le point le plus inquiétant finalement de cette opération, c'est évacuer la ZAD pour faire quoi? Au nom de quel projet? Et très franchement, aujourd'hui, on ne voit pas. On avait un gouvernement qui avait pris une décision finalement assez courageuse par rapport à son espace politique, qui était celui de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en début d'année. Et maintenant, pour faire quoi? Et ce qu'ils sont en train de ratatiner avec leurs blindés, les gendarmes, etc., c'est quand même un projet très collectif, de transition écologique, d'agriculture bio, d'agroforesterie, de réflexion très poussée, de liens entre une activité paysanne, la ruralité, des activités artisanales, le rapport à la nature, comment faire pour inventer par exemple des rotations d'usage de parcelles qui soient à la fois respectueuses des espèces végétales et animales qui y vivent et en même temps qui permettent une forme de production, donc une forme d'autonomie. Enfin, c'est vraiment un creuset d'expérimentation de tout ce qu'on dit, de tout ce que les chercheurs, de tout ce que les experts disent qu'il est nécessaire de développer aujourd'hui en situation de changement climatique, d'effondrement de la biodiversité, etc. C'est exactement ce qu'aujourd'hui condamne, enfin en tout cas cherche à condamner le gouvernement, en notamment imposant à toutes ces personnes qui vivent sur la ZAD de développer des projets individuels. C'est la demande qui leur est faite. Ils ont jusqu'au 23 avril pour déposer chacun des projets individuels, alors qu'eux ne cessent de dire on veut bien se régulariser, on veut bien déposer des projets, on veut que ce soit collectif parce que sinon notre démarche n'a aucun sens. Et donc là, on a vraiment, moi je pense, une dimension idéologique forte d'affirmation d'un néolibéralisme, là, de manière assez martiale, et qui ne veut pas entendre que les vraies actions de transition écologique, elles sont forcément solidaires, mutualistes, dans le partage, et c'est ça qui est en train d'être menacé par l'intervention des gendarmes. Alors pour continuer à cerner le véritable imaginaire écologique d'Emmanuel Macron, puisque à la fois il a abandonné l'idée de faire un aéroport dont tout disait qu'il devait être abandonné, mais il refuse qu'il y ait des nouvelles propositions, celles qui avaient été formulées par la ZAD. Je vous propose qu'on retrouve un nouvel extrait émanant celui-ci directement de l'Élysée. Imagine you wake up and something has changed. You hear no birdsong. You look through your window, the landscapes you once cherished are now dry. All life sucked out. The air and water, everything you breathe and live with, is altered. That's no nightmare, and certainly no illusion. You know that. You know it because we are already seeing some of the effects. The time for denial is long past. We are losing not only our battle against climate change, but also our battle against the collapse of biodiversity. If you don't want to wake up one day when it is too late, show you care. Show you are willing to join the fight for nature. Switch all your lights off. I'm doing it here at the Élysée Palace. That is just one action, and we will have to totally change our way to produce, to consume, to behave. But this action is important. Millions of us are already united across the planet. What are you waiting for? Connect to Earth.
Alors pour tous ceux qui ne comprendraient pas bien l'anglais, je traduis en une phrase. Emmanuel Macron appelle les citoyens à fermer les lumières derrière eux pour faire en sorte que l'environnement se porte mieux. Donc c'est vraiment du greenwashing à haute dose. Et dans un article que tu as écrit, Jade, tu parles d'un geste néolibéral pour qualifier cette petite vidéo. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Et en matière de transition énergétique, du coup hors communication, est-ce que tu peux nous faire le bilan des 1 an de Macron au pouvoir? Bon, déjà, on peut dire que quand même cette histoire de éteindre la lumière derrière soi, c'est quand même la caricature que tous les écolos combattent depuis 15 ans, puisque le système, le pouvoir, la culture dominante n'a de cesse de caricaturer le discours de la transition écologique en des petits gestes ridicules, fermer l'eau du robinet quand on se lave les dents, éteindre la lumière derrière soi. Et là, on avait quand même enfin un peu réussi à se débarrasser de ce stéréotype. Et là, ça revient à fond les ballons avec la grosse vidéo en anglais, etc. Donc, c'est pas un hasard. Je pense que voilà, tous ces gens à l'Élysée sont très intelligents, savent très bien ce qu'ils font. Ça veut dire que forcément, ça a un sens. Et ça a un sens qui est très clair, c'est celui du geste de la personne qui, toute seule, en responsabilité, va décider de faire un peu attention en éteignant la lumière dans son salon. Bon, le palais de l'Élysée a un plus grand salon, a priori, que bien de nos logements, donc ça peut avoir un effet un tout petit peu supérieur. Enfin, très clairement, on n'y est pas du tout. Et c'est vrai que en fait, c'est assez énervant parce que à la fois monter en épingle un geste inutile comme éteindre la lumière chez soi, enfin c'est bien d'éteindre sa lumière, mais c'est tout à fait insuffisant. Monter ça en épingle alors que au bout d'1 an, on a un bilan quand même très pauvre sur la transition énergétique. C'est-à-dire que concernant les vraies sources d'émissions de gaz à effet de serre, je rappelle la France a signé des objectifs extrêmement ambitieux de réduction de ces gaz à effet de serre, qui sont la principale cause du dérèglement climatique. On doit avoir arrêté d'émettre du CO2 et en compenser le maximum d'ici 2050. C'est gigantesque. Ça veut dire que c'est un changement de société. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut plus qu'on ait de voitures essence ou diesel sur les routes à cet horizon. Ça veut dire qu'il faudrait dès aujourd'hui un plan massif d'investissement dans l'efficacité énergétique des bâtiments et des logements. On n'en a toujours pas vu la couleur. Ça veut dire qu'il faut avoir une réflexion, enfin un changement extrêmement fort de notre système de production d'électricité. Et là, aujourd'hui, il s'est quasiment rien passé en matière de nucléaire. Vous allez me dire, le nucléaire, ça émet pas de CO2. C'est vrai que ça en émet très peu, mais ce qu'on a compris, ce qu'on a observé, c'est que cette très grande importance du nucléaire en France dans la production d'électricité, pour plein de raisons, retarde énormément le développement des énergies renouvelables qui, elles, sont très peu carbonées. Donc on a vraiment un décalage entre une communication très forte, sur un geste qui est complètement dépolitisé. Et à côté de ça, on a vraiment sur les vrais sujets qui sont identifiés, qu'on connaît, sur lesquels on a plein de rapports d'expertise, on sait ce qu'il faut faire, on n'a quasiment rien. Enfin, on pourrait encore citer l'absence de taxes poids lourds, alors qu'il faudrait énormément réduire le transport de marchandises sur les routes, le flou sur le CETA, alors qu'une expertise environnementale a été extrêmement négative. Et je pourrais dérouler la liste pendant 1 heure, mais je n'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps, puisque si la mobilisation à Notre-Dame-des-Landes se poursuit, ainsi que tu l'as dit, Jade, une autre mobilisation qui se poursuit, c'est celle qui se déroule aujourd'hui dans les universités et parmi les bacheliers. Et je vous propose de retourner à nouveau dans un extrait de l'interview que nous avait accordé Emmanuel Macron 2 jours avant d'être élu à l'Élysée, où il parlait d'éducation. Sur le plan économique et social, la plupart, ce sont des zones d'éducation prioritaire. 12 élèves par classe en CP-CE1 pour justement aider à la réussite scolaire. Aucun autre candidat ne proposait un programme aussi ambitieux. Au passage, comment vous faites pour faire en sorte que, concrètement, ça arrive très vite? C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir ouvrir 2 fois plus de classes. Donc il faut des moyens supplémentaires. Il faut des moyens supplémentaires qui sont prévus dans le schéma budgétaire, parce qu'il y a une partie entre 6 et 8 000 qui sont des redéploiements des postes qui sont en train d'être finis de créer, parce que les 60 000 sont en train d'être déployés, et 4 000 embauches. Donc, 4 000 embauches d'enseignants pour la rentrée, là? Alors, ils ne sont pas dès la rentrée, ceux-là, on arrivera, je ne pense pas, je suis prudent, si j'étais élu, mais je pense qu'on arrive quasiment en totalité, dès la rentrée, à mettre la réforme en place. Parce qu'il y a aussi des postes qui sont en train de se libérer, donc c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on fera très vite. On surveillera ça aussi. Oui. Non, mais mon objectif, c'est en tout cas, je garantis que dès la rentrée, cette réforme commencera et en quasi-totalité, elle sera déployée dès la rentrée. Et pourquoi sur le contrôle au faciès, qui est quelque chose qu'on a ça c'est sur le plan scolaire. Ensuite, sur le plan de l'orientation,
Je mets du tutorat dès la fin de collège, des moyens, du post-bac, parce que l'inégalité, elle se crée là. Hein. Alors, sur les CP, les classes à 12 dans les zones d'éducation prioritaire, c'est promesse tenue. C'est une grande réussite d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Il faut reconnaître donc à Jean-Michel Blanquer qu'il l'a fait. Malgré le scepticisme initial, on voyait mal comment il allait réussir à dédoubler 2500 classes de CP en REP+, qui est le grade maximal de l'éducation prioritaire. Donc, dans les écoles où le problème des locaux se posait, donc ces écoles ont opté pour la formule de co-enseignement, donc 2 enseignants dans une classe pour 24 élèves. Donc ça concerne 15% des écoles. Donc dans 85% des classes, il y a 1 mètre par classe. Donc la mesure sur le terrain, les professeurs en sont plutôt heureux parce que forcément, avoir moins d'élèves, ça permet de progresser plus vite, notamment pour l'acquisition de la lecture. Seulement, évidemment, toute réforme ne peut pas faire l'unanimité. Certains déplorent d'abord que la réforme se fait à budget constant. C'est une réforme qui coûte 200 millions d'euros. Donc, il faut bien prendre ailleurs les professeurs dont on a besoin, sachant qu'à la rentrée prochaine, la mesure va toucher les CE1 en REP+, puis l'année d'après, les CP en REP. Donc, c'est une mesure assez ambitieuse qui doit se déployer sur plusieurs années. Mais on a vu, il y a une fronde des classes rurales qui ferment. Donc, il y a à peu près un peu plus de 200 classes qui doivent fermer. Et donc, forcément, les professeurs, les parents de ces classes rurales se sentent déshabillés par cette mesure qui a été vraiment beaucoup mise en avant par Jean-Michel Blanquer et Emmanuel Macron, sachant que, évidemment, cette réforme, tout ambitieuse qu'elle soit, elle ne peut pas tenir lieu de politique unique pour l'éducation prioritaire. Enfin, on voit mal comment Jean-Michel Blanquer peut tenir 5 ans en disant regardez, on a dédoublé les CP et les CE1 en éducation prioritaire, parce que, de fait, il y a encore des effectifs trop importants dans les autres classes, y compris en dernière année de maternelle, qui est un sas vers l'acquisition des premiers apprentissages. Par ailleurs, une autre mesure que Jean-Michel Blanquer avait promis de mettre en place n'a pas été encore faite. Il s'agissait donc d'octroyer 3 000 € annuels aux professeurs de REP+. C'était une mesure incitative parce qu'on sait que peu de professeurs chevronnés ont envie d'aller enseigner dans ces classes où cela peut être parfois difficile. Donc ça, on attend encore. Et puis l'autre mesure phare, toujours, c'est le probable retour des internats d'excellence avec toutes les questions de justice sociale que cela peut poser. Alors il y a une autre réforme en revanche qui passe pas du tout, disons très moyennement, c'est celle sur la sélection à l'université. Ça se mobilise un peu partout en France, des facs sont bloquées, occupées, etc. Quelles vont être les conséquences de cette réforme en matière d'inégalité ? Donc, évidemment, il y a un chamboule-tout généralisé dans l'éducation nationale, mais aussi donc, dans le supérieur. Donc, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a fait voter une loi qui a été appliquée avant même son adoption définitive, donc avec la mise en place donc de ce nouveau logiciel Parcoursup qui doit succéder à APB, donc qui réforme vraiment très fortement l'accès à l'enseignement supérieur, donc qui est aujourd'hui conditionné à la constitution d'un dossier. Les dossiers des futurs bacheliers vont être examinés par les universités, et c'est un réel bouleversement parce que jusqu'alors, seule la possession du baccalauréat suffisait pour aller à l'université. Donc là, ça pose des questions de creusement des inégalités, de mise en évidence des inégalités. Parce que, par exemple, on demande à un jeune de 17 ans, 18 ans, de joindre un CV, une lettre de motivation. Donc dans ce CV, dans ces lettres de motivation, évidemment, il faut avoir des choses à
mettre, à instruire. Et on sait bien que un élève issu d'un milieu social défavorisé n'aura pas forcément à son actif 10 stages linguistiques à l'étranger et la pratique d'activités extrascolaires. Donc c'est un petit peu pénalisant pour une partie des jeunes, sachant que par ailleurs les professeurs qui doivent examiner ces dossiers expliquent qu'ils n'ont pas les moyens, matériels et humains pour examiner ces dossiers avec l'attention qu'il faudrait. Donc de fait, on se retrouve avec une réforme un peu mise en place à la va-vite, dont on ne sait pas trop comment cela va se traduire pour les jeunes. Est-ce que, comme l'assure la ministre, tous les jeunes vont avoir une place? Parce que la ministre, depuis le début, elle fait tout pour ne pas prononcer le mot de sélection, en disant non, on n'introduit pas la sélection, alors que dans les faits, c'est de la sélection. Donc là, le gouvernement joue quand même un gros coup, parce que s'il y a plein de jeunes qui se retrouvent sans place à l'été, cela risque de nourrir un peu plus la colère qui est en train de monter. Merci beaucoup Faiza. Autre sujet important pour faire le bilan de la présidence Macron et mettre en regard ce qu'il disait quand il était candidat et ce qu'il fait lorsqu'il est président, c'est bien sûr le sujet des réfugiés. À partir de demain, l'Assemblée nationale examine le projet de loi Asile et Immigration. Et je vous propose donc de regarder ce qu'Emmanuel Macron disait des réfugiés. C'était en novembre 2016, la première fois que nous l'avions reçu dans les locaux de Mediapart. Je pense que sur le sujet des réfugiés, en effet, on a besoin d'un discours de sens et d'un discours moral, éthique au sens fort du terme, c'est-à-dire qui élève tout le monde. Et ce qu'il faut rappeler, ce qu'on vient de dire à l'instant, et je comprends l'indignation qui vous a fait sortir de votre silence, il n'a pas eu lieu sur le plan politique en France et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce qu'on a besoin d'expliquer à notre population qu'un demandeur d'asile n'est pas un migrant économique, quelqu'un qui vient là pour profiter d'un système, qui a vu de la lumière, qui essaie de se faire une place. Ça n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui a pris des risques. Et surtout que notre vocation, c'est de les accueillir. C'est la vocation de toute démocratie, de tout État signataire des conventions. Mais encore plus la nôtre. Parce que nous avons construit notre identité profonde, comme certains aiment à le rappeler, sur l'universalisme. Sur cette capacité, justement, à accueillir l'autre. Vous savez, je relisais. Alors Mathilde, comment décrire ce grand mouvement qui a conduit Emmanuel Macron au début de sa campagne à tenir une position d'accueil à l'égard des réfugiés, hein, en se mettant dans le pas d'Angela Merkel, pour aboutir à finalement cette loi dont on va parler, qui est une loi extrêmement restrictive à l'égard des réfugiés, des demandeurs d'asile, qui va être examinée au Parlement à partir de demain. Oui, parce que là, on a un candidat Macron, en fait, qui est vraiment dans une tonalité de on remet de la morale, on remet de l'éthique, il faut accueillir mieux la grande tradition française de la France, etc. Donc ça, c'est novembre 2016. Il n'est pas encore candidat, il l'est très vite après, et il fait un grand discours de candidat en janvier 2017 à Berlin, où il va, au fond, féliciter, comme tu disais, Angela Merkel et toute la société civile allemande pour, c'est son terme, le courage dont ils ont fait preuve dans l'accueil de réfugiés. Et il dit que Angela Merkel et l'Allemagne ont montré le chemin et à quel point c'était important de tenir nos valeurs communes. Alors pourquoi il dit ça? Je redonne juste deux, trois chiffres. L'Allemagne, à l'époque, 2015-2016, accueille plus d'1 million de demandeurs d'asile et accorde, je crois, 400 000 titres, quand la France, sur la même période, accorde à peu près, accepte 45 000 demandes, donc 10 fois moins, en gros, que l'Allemagne. Donc on croit entendre que Emmanuel Macron va déverrouiller la politique de l'asile en France. Et alors, 1 an plus tard, on en est où? Eh ben, on est sur effectivement le projet de loi Collomb, qui a quand même un volet sur les expulsions et qui vise à essentiellement faciliter, accélérer l'éloignement du territoire des personnes en situation irrégulière. Et puis on a eu un peu plus tôt en décembre un autre texte du gouvernement, une circulaire de Gérard Collomb, qui a fait hurler beaucoup, voire l'intégralité des associations, parce que
Pour résumer, elle a demandé à des agents des préfectures d'aller dans les centres d'hébergement d'urgence où sont des dizaines de milliers de demandeurs d'asile pour regarder quelle était leur situation administrative. Donc les associations ont résumé ça en disant c'est une politique de recensement des personnes en situation irrégulière, une politique de tri circulaire qui est bien aujourd'hui à l'œuvre, puisque le gouvernement, il y a quelques jours, a fait savoir qu'il y a déjà à peu près 4000 étrangers qui avaient été recensés de cette manière-là. Donc Emmanuel Macron lui-même, en fait, il y a quelques jours, dans un discours devant les évêques de France, a redéfini sa politique à l'égard des migrants. Elle est plus humaniste, elle est humaniste réaliste. Voilà, il a adossé ce terme de réalisme au mot humanisme. Alors certains diront que c'est un reniement, d'autres que c'est une conversion au principe de réalité. Est-ce qu'on peut venir précisément à ce texte qui va être examiné très bientôt? En quoi durcit-il les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France? Alors il y a ce volet dont je parlais tout à l'heure sur l'éloignement du territoire. En gros, Gérard Collomb dit les demandeurs d'asile déboutés, il faut qu'on puisse les reconduire, enfin les renvoyer à l'étranger de façon beaucoup plus effective, efficace qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une toute petite minorité des déboutés qui sont effectivement reconduits. Donc il y a toute une batterie de mesures qui visent à faciliter, accélérer ça, donc au grand bonheur de l'administration. Et puis un deuxième volet qui se veut le volet humaniste du texte, pour la jambe gauche, on pourrait dire, qui vise, c'est l'objectif affiché, à réduire le délai de traitement des demandes d'asile de 11 mois, comme aujourd'hui, à 6 mois. Au nom, c'est l'exposé des motifs, au nom de la dignité humaine. Effectivement, que les demandeurs d'asile soient fixés le plus vite possible sur leur sort. L'objectif de Gérard Collomb, c'est aussi de désengorger les centres d'hébergement des demandeurs d'asile et d'hébergement d'urgence. Bon, alors comment est-ce qu'il compte faire ça? Non pas en fixant un délai maximal légal pour les autorités françaises, à qui on pourrait dire vous répondez en 6 mois, sinon au fond, ça vaut réponse positive. C'est pas du tout ça, il n'y a rien de tel fixé dans le texte. Ce sont des mesures qui, au fond, réduisent les délais de recours, enfin le délai de recours dans lequel le débouté doit déposer son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Donc les déboutés avaient 1 mois, ils auront demain 15 jours pour le faire. Les étrangers qui arrivent en France avaient jusqu'à présent 120 jours pour s'enregistrer comme demandeurs d'asile, ils auront 90 jours. Jusqu'à présent, s'ils voulaient assister à leur audience devant la Cour nationale d'asile pour exposer leur récit de vie, les persécutions qu'ils ont subies aux magistrats en tête-à-tête, et bien demain, on pourra leur imposer une audience en visio-audience, donc avec un écran interposé, ce qui, on peut présumer, réduit les chances de convaincre les magistrats, etc., etc. En fait, c'est plein de petites touches qui modifie la procédure de demande et qui, d'après les associations, risque d'évacuer pas mal de demandes légitimes du paysage. Alors du côté de la majorité, il y a eu un semblant de fronde, ou même peut-être une vraie fronde. Des amendements, pas mal d'amendements ont été déposés en commission, notamment sur la rétention des enfants, pour faire en sorte que la rétention des enfants soit interdite, ça s'inscrive dans la loi. Tout ça a été balayé. Bon, à peu de choses près, peut-être vous pourriez nous dire quoi, nous dire quoi exactement. Comment ça s'est passé ce débat en commission et comment le gouvernement s'y est-il pris pour sabrer finalement toutes les têtes qui dépassaient? Oui, c'est la première fois en fait, depuis le début de la législature, qu'il y a un groupe comme ça de députés. Alors ils veulent surtout pas dire frondeurs, parce que ça renvoie à ce qui s'est passé sous François Hollande. Ils sont beaucoup plus prudents que ça politiquement, mais qui estiment que ce texte est inacceptable en l'état. Plusieurs députés parlent de régression des droits. Alors c'est plutôt des députés qui venaient du PS, plutôt des députés qui travaillaient dans la société civile comme médecins, comme psychiatres, etc. Et ceux-là ont tenté pendant une semaine en commission des lois effectivement de convaincre leurs collègues En Marche d'adopter certains amendements, alors qu'il y allait, comme tu dis, de l'interdiction de la rétention des enfants dans les centres de rétention aujourd'hui qui sont les SAS avant l'embarquement dans les avions. Il y a des familles avec enfants, donc certains députés disaient En Marche, parce que sinon la France Insoumise, le Parti Socialiste évidemment le demande, mais même certains députés En Marche disaient il faut l'interdire définitivement et privilégier
quand c'est des familles, une assignation à résidence à proximité des aéroports. Il y a même, sur ce sujet, on me dit en off, une quasi-unanimité du groupe En Marche, mais Gérard Collomb n'en démord pas. Il dit qu'il a besoin de ça pour expulser, éloigner réellement les étrangers, que si demain les familles peuvent résider à proximité des aéroports, être assignées à résidence, il y a des familles qui fuiront, qu'on ne pourra plus jamais embarquer. Bon, il y a des amendements aussi pour remettre le délai de recours à 1 mois, pour assouplir le texte. Certains se disent prêts, quelques-uns, à aller jusqu'au bout de leur raisonnement et à voter contre le texte. La probabilité est forte que la plupart de ces frondeurs s'abstiennent le jour du vote final, probablement ce vendredi. Mais en tout cas, Richard Ferrand, le patron des députés En Marche, a dit si vous votez contre, il a laissé entendre, c'est l'exclusion. Alors, avant d'entendre Emmanuel Macron, dans un quart d'heure, faire son propre bilan face aux questions de Jean-Jacques Bourdin et d'Edoui Plenel en direct du Palais de Chaillot, on termine, le bilan de la rédaction avec quelques membres du cabinet fantôme de l'officine Mediapart. Et on écoute pour cela un dernier extrait de l'entretien que Emmanuel Macron nous avait donné le 5 mai 2017, 2 jours avant d'accéder à l'Élysée, où il revenait sur le modèle social français et ses nécessaires évolutions. Là où je veux en venir, c'est que notre responsabilité aujourd'hui, et tout particulièrement la mienne si j'étais élu, c'est de faire vivre la liberté économique à laquelle je crois, et évidemment la liberté politique, en corrigeant les excès de ce monde. C'est-à-dire de passer de cette compétition qui mène à la cupidité ou à la fracture de tout, à une coopération qui reconnaît les talents. Et c'est ça notre défi. Et ce défi passe en effet par des lois, des normes, mais aussi un changement culturel. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser dans notre civilisation. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'il y a derrière ça, c'est la fracture des classes moyennes. Or, nos démocraties occidentales, elles se sont construites sur la défense des libertés individuelles et sur l'enrichissement progressif de classes moyennes avec une cohésion économique et sociale. Et depuis une quinzaine d'années, il y a une fracture de ces classes moyennes. Elles ne croient plus dans ce cours du monde. Et c'est ça qui vient fragiliser nos démocraties. C'est ça qui vient nourrir la montée des démocraties illibérales et la montée des extrémismes. Et si nous n'arrivons pas à remettre justement de la justice, de la convergence entre les pays, en particulier de l'Union européenne, entre nos sociétés, nos démocraties sont mortes. C'est simple. Alors, Romaric, Emmanuel Macron a été élu sur une double promesse sur les questions économiques et sociales, un libéralisme assumé, mais en même temps, plus de protection sociale. 1 an après, où en est-on de cette double promesse ? Alors on a vu, et il le disait le 5 mai 2017, l'idée de sa politique était évidemment de libéraliser ce qu'il jugeait utile de libéraliser, mais aussi de mettre plus de justice et plus de convergence à l'intérieur de la société, sur le plan social. Et ce qu'on remarque depuis 1 an, c'est que la première partie de la proposition a en effet été menée tambour battant. On se souvient évidemment des ordonnances sur la modification du droit du travail qui a été menée dès l'été 2017. On a vu aussi dès le projet de loi de finances 2018 des mesures très fortes sur le capital et sur les revenus du capital, avec la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, remplacé par un impôt sur la fortune immobilière qui en fait passe d'une recette de à peu près 6 milliards à moins de 1 milliard. Donc évidemment, il est complètement détricoté, plus une sorte de bouclier fiscal pour ceux qui ont des revenus du capital à 30%, alors que jusqu'ici, ça pouvait monter à 60%. Donc ça a été mené tambour battant, rapidement, mis en œuvre pour la plupart des mesures dès le 1er janvier. Ça a été suivi par une réforme de l'assurance chômage qui va insister beaucoup aussi sur le contrôle des chômeurs. Et puis, l'autre partie, celle de la justice et de la convergence, elle, eh bien, je dirais, où on l'attend encore, ou au contraire, on voit plutôt une politique qui va dans l'autre sens, celle de l'agrandissement des inégalités. Alors pourquoi on l'attend encore ? Parce que
ce qu'on a vu sur ce qui devait être la construction d'un nouveau modèle social français, un peu inspiré de la flex-sécurité danoise ou scandinave, c'est-à-dire en effet une flexibilité du marché du travail accrue, compensée par de nouveaux droits pour les demandeurs d'emploi, notamment à la formation. On a vu une réforme en fait de la formation qui est un peu une réforme vitrine, mais qui en réalité ne règle pas du tout les vrais problèmes de la formation, qui sont les changements de carrière, les formations aux nouveaux métiers, le fait que réellement quelqu'un qui perd son emploi peut retrouver un emploi dans une autre branche qui serait susceptible de l'accueillir. Tout simplement parce que le CIF, qui était le grand dispositif qui permettait ça, c'est un dispositif de formation longue, lui a été complètement détricoté et à la place de ça, on a monétisé les crédits formation sur un niveau en fait de monétisation très faible qui fait qu'en réalité les formations aujourd'hui sont beaucoup plus chères et beaucoup moins disponibles pour les salariés. Alors Emmanuel Macron nous dit que non, puisqu'il a ouvert parallèlement le marché de la formation et il dit voilà, la concurrence va faire baisser les prix. Mais il faut bien avouer que, à part quelques exceptions, c'est dans le monde d'Emmanuel Macron que la concurrence fait baisser les prix et donne des gages de qualité. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué et rien ne dit en réalité qu'on va avoir de la formation de qualité moins chère avec simplement une ouverture du marché. Donc on a réellement quelque chose qui ne ressemble pas du tout à de la flex-sécurité, mais qui est simplement une flexibilisation du marché du travail, qui est de plus en plus progressive et évidemment qui n'est qu'une première étape, puisqu'on sait très bien que toute réforme chasse l'autre et va être remplacée par le besoin d'une autre assez rapidement. Sur le plan budgétaire, ce qui est assez intéressant... On y reviendra, parce que j'ai introduit la question de l'amélioration du marché de l'emploi, qui est quand même intervenue ces derniers mois. Donc les défenseurs d'Emmanuel Macron pourraient être tentés de dire, regardez, les créations d'emplois repartent. Tout ça, justement, c'est dû à ces mesures de flexi-sécurité qui ont été mises en place. Alors, il se trouve qu'en réalité, c'est un peu difficile de dire que l'amélioration du marché du travail et notamment la baisse très forte du chômage qu'il y a eu au troisième trimestre 2017 peut être imputée aux réformes qui ne sont entrées en vigueur que plus tard. Donc c'est évidemment totalement indépendante. En réalité, le marché du travail français répond à l'accélération de la croissance qui a eu lieu en 2017, puisque la croissance française a été la plus forte depuis 2011 en 2017 à 2%, et que évidemment cette croissance, elle demande des emplois, et que les chefs d'entreprise, notamment parce qu'ils s'étaient montrés relativement prudents au premier semestre avec l'élection présidentielle, ont embauché au second semestre. Maintenant, est-ce que cette amélioration elle est durable? Est-ce qu'elle va continuer? Ça, pour le moment, personne ne le sait. Et en tout cas, les grands instituts de conjoncture ne prévoient pas, y compris à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, un retour à 7% de taux de chômage, ce qui était l'objectif du candidat, sachant que 7%, c'est le niveau d'avant-crise, enfin le niveau bas d'avant-crise du taux de chômage en France. Donc on n'est pas du tout pour le moment sur une amélioration spectaculaire qui serait liée à ces réformes du marché du travail. Alors je t'ai arrêté en plein vol sur la politique budgétaire. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quel effet cette politique budgétaire a produit sur les inégalités, sur l'état de la société? Alors les effets en fait ont été visibles et sentis assez rapidement parce que au mois de septembre, le gouvernement a fait un choix assez étonnant. Il a décidé parce qu'il avait à l'époque des problèmes d'ajustement budgétaire, il a décidé de couper en deux la fameuse bascule CSG cotisation, c'est-à-dire que les cotisations salariales sur la maladie et le chômage sont supprimées en 2018, et puis on augmente la CSG parallèlement, ce qui fait qu'il reste pour les salariés du privé un surplus qui devait être donné initialement au 1er janvier 2018. Et en fait, là, on voit que ça a été divisé en deux, 1er janvier, 1er octobre, qu'au 1er janvier, cette hausse, elle est totalement invisible pour la plupart des salariés, qu'elle est accompagnée
en réalité de hausse de taxes indirectes sur des choses comme le tabac, l'essence. Alors c'est plein de bons sentiments, c'est bien, mais enfin les gens continuent en partie à fumer et dans certains cas sont obligés d'utiliser leur automobile et n'ont pas forcément les moyens, même avec une prime à la casse, de racheter une automobile électrique, etc. Donc évidemment l'impact sur le pouvoir d'achat il est direct. Et puis il y a des catégories qui ont été complètement oubliées dans cette bascule. Hein. Ce sont les fonctionnaires qui sont juste compensés, donc qui gagnent zéro, en réalité qui perdent, puisqu'il y a eu une augmentation de la cotisation retraite au 1er janvier, et puis les retraités, ceux de plus de 1 200 € par mois, qui sont soumis à la CSG, et qui, jusqu'à 2500, devront attendre 3 ans pour voir la compensation se faire via la taxe d'habitation, et pour ceux de plus de 2 500 €, qui pour le coup continueront à payer la taxe d'habitation, donc en effet devront subir la hausse de 1,7% de la CSG. Et en parallèle, on a, dès le 1er janvier, eu une défiscalisation massive du capital et des revenus du capital à hauteur de 4,5 milliards. Et c'est ce décalage qui, évidemment, même si on le regarde sur 2 ans, est très fort et contribue en fait à l'augmentation des inégalités, parce que ceux qui ont un patrimoine financier, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui défiscalisés par les mesures du gouvernement, ce ne sont même pas les 1% les plus riches, ce sont les 0,1% les plus riches. Ce sont vraiment les ultra-riches. Donc c'est une politique qui est en faveur des ultra-riches, qui se cache derrière une politique où l'on dit, eh bien, les ultra-riches vont investir cet argent, mais rien ne garantit, et le gouvernement s'est bien gardé de prendre aucune mesure qui puisse garantir que l'argent qui allait être libéré par ces mesures fiscales allait se diriger vers l'économie française. Donc en fait, c'est un cadeau fiscal qui est compensé en grande partie par les ménages moyens et faibles, et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, aujourd'hui, se ressent directement dans la société française. Pour continuer la transparence totale sur la manière dont on a préparé cet entretien Bourdin-Plenel-Macron qui aura lieu maintenant dans quelques minutes au Palais de Chaillot, on était tous réunis jeudi dernier, la rédaction avec Sandwich et Boboun, pour regarder l'interview d'Emmanuel Macron au journal de Jean-Pierre Pernaut. Et il a filé la métaphore du premier de cordée, qui est une sorte de variante alpine, on peut dire, de la théorie du ruissellement, quoi. Est-ce que cette métaphore, économiquement, elle vaut quelque chose? En réalité, elle ne vaut que par une sorte d'obsession des élites françaises à considérer que la société française ne récompense pas le succès ou est pétrie par une sorte de jalousie de classe qui fait qu'on essaye de punir celui qui réussit. Mais sur le plan économique, ce qu'on voit, c'est que depuis 3 ans, par exemple, l'investissement en France, y compris l'investissement productif, repart avec le schéma fiscal qui était celui d'avant, c'est-à-dire sans les cadeaux qui ont été faits au capital et aux revenus du capital. Donc, il n'y a pas de lien. Le FMI a en 2014 et 2015 officiellement reconnu que ce qui était la grande mode dans les années 80-90, la théorie du ruissellement, n'avait aucune fonction, aucune réalité économique, voire même qu'elle affaiblissait en fait la croissance. Aujourd'hui, on est en fait dans un monde économique qui est hautement financiarisé, qui est très ouvert, où il y a des possibilités, et il l'a reconnu, Emmanuel Macron, mercredi, puisqu'il a dit les riches se débrouillent très bien tout seuls. Donc, il y a des possibilités de faire fructifier son argent de façon plus rapide et beaucoup mieux qu'en allant ouvrir une usine dans le Bas-Berry. Donc, on préfère tout simplement, lorsqu'on a beaucoup d'argent, eh bien, confier son argent à quelqu'un qui va le faire fructifier sur les marchés financiers. Et c'est ça c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. C'est là-dessus qu'on réussira à relever les défis que Jade a mis en avant dans son intervention. Et pour le moment, du point de vue de la politique économique du gouvernement, c'est une confiance aveugle et totale aux plus fortunés, en disant cet argent-là va rester en France et va s'investir dans l'outil productif. C'est une vision économique qui en fait est assez datée et qui n'a aucune preuve de sa réalité. Mais quand on l'a interrogé, quand Jean-Pierre Pernaut l'a interrogé sur son image de président des riches, tu disais que sa réponse quand même disait un peu autre chose que « je ne suis pas le président des riches ». Il a dit « les riches n'ont pas besoin de président ». Donc c'est un peu étrange puisqu'on est... tous les Français auraient besoin d'un président, sauf les riches qui, eux, se débrouilleraient tout seuls. Et donc, évidemment, les riches se placent, dans sa pensée, les riches se placent en dehors de cette communauté nationale qu'il préside. Et à ce moment-là, il est dans une position où il doit
demander aux riches, aller un peu quémander aux riches leur investissement. Et ça, il le fait par des cadeaux fiscaux. Voilà. Donc c'est un peu comme si, en fait, il n'était pas le président de tous les Français, comme il le dit, mais une sorte de directeur marketing d'une fabrique. Alors j'ai pris dans mon papier l'idée du yaourt, mais c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'il doit vendre aux riches un produit. Et pour le vendre, eh bien, il joue sur l'affichage. Donc, on a vu avec les lumières, voilà, ou alors avec le dîner au château de Versailles au mois de janvier, où il essaye d'en mettre plein la vue finalement aux grands investisseurs internationaux, ou alors, et évidemment, en plus. Par le coût, évidemment, il faut que votre yaourt soit le plus beau et le moins cher. Et ça se fait par des cadeaux fiscaux gigantesques. Mais évidemment, derrière la réalité de l'efficacité économique et surtout de l'efficacité à long terme, c'est-à-dire en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de cette politique-là, reste largement à démontrer. En 2008, il a été beaucoup dit que la France avait résisté à la crise financière, en partie grâce à la tenue de son service public, de son système de protection sociale. Qu'est-ce qu'il arriverait aujourd'hui à notre pays en cas de nouvelle crise financière ? Alors, c'est un peu difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'il y a une forte crise, une forte secousse comme il y a eu en 2008, la France, qui est un pays qui, c'est vrai, a tendance à croître un peu moins que les autres, en période de très forte crise, elle résiste mieux que les autres par ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, qui est le service public, la dépense publique et toutes ces choses-là. Ce qui fait aussi qu'après la crise, le déficit français a été très élevé parce que la crise en France a été moins forte et c'est grâce au déficit que la crise a été moins forte. L'obsession du gouvernement actuel de vouloir absolument réduire les dépenses publiques, de vouloir faire jouer comme ajustement des dépenses aussi importantes que les dépenses de santé ou que les dépenses de logement, et surtout cette obsession de vouloir attirer en France les services financiers qui aujourd'hui sont à Londres et qui devront aller dans l'Union européenne avec le Brexit, tout ça sont des éléments qui visent à déstabiliser en réalité ce modèle-là et qui, alors c'est pas encore le cas parce qu'ils sont au pouvoir que depuis 1 an et évidemment les choses se font plus lentement, mais qui en tout cas représente un vrai danger de mettre la France dans un état de vulnérabilité accru vis-à-vis d'une prochaine crise financière. Et je rappelle que si la France a bien défendu, c'est aussi grâce à ses dépenses publiques, mais aussi grâce à la BCE, et que la politique du gouvernement aujourd'hui, elle vise aussi à aller contre l'objectif de la BCE, qui est de favoriser l'inflation aujourd'hui et de favoriser l'activité, parce que c'est une politique qui est une politique de l'offre et qui vise à comprimer en fait les revenus de la demande et des ménages. Merci infiniment à tous les quatre, Romaric, Faiza, Mathilde et Jade.